Bonjour et bienvenue. La robotique, on en parle beaucoup, hein, parfois on la voit comme une promesse un peu lointaine. Pourtant, elle est bien là, elle transforme déjà le paysage industriel, y compris en France d'ailleurs, où le secteur affiche une croissance assez impressionnante, près de 12% par an. Mais attention, l'enthousiasme pour la techno, ça suffit pas. Nos sources insistent vraiment sur un point. Le succès ou même l'échec d'un projet robotique, ça se joue souvent, très souvent même, dès le tout début, au moment de choisir le premier cas d'usage. C'est vraiment un moment clé, stratégique. Aujourd'hui, on va donc plonger dans les stratégies pour identifier justement ces applications de la robotique qui rapportent le plus, celles qui ont un fort retour sur investissement. On va essayer de décortiquer comment évaluer les opportunités, comment les prioriser de manière rationnelle, et surtout comment éviter les pièges classiques, ceux qui peuvent faire dérailler un projet avant même qu'il ait pu faire ses preuves. L'objectif, donner quelques clés, quelques outils pour prendre des décisions plus éclairées. Et pour nous guider dans cette exploration, notre experte est avec nous, prête à décrypter les enjeux et les bonnes pratiques. Absolument. Et ce que montrent bien les retours d'expérience compilés dans nos sources, c'est que la clé du succès, bien souvent, c'est de trouver ce qu'on appelle le sweet spot. C'est pas juste une question de choisir la technologie la plus performante, c'est le point où trois choses convergent de manière optimale. D'abord, une valeur économique, réelle, mesurable pour l'entreprise, ensuite une faisabilité technique, réaliste avec ce qui existe aujourd'hui, et enfin, un point qu'on oublie souvent, l'acceptation humaine. Il faut que les équipes qui vont travailler avec ces robots, elles l'acceptent bien. Donc l'enjeu, c'est pas tant de choisir un robot, mais plutôt de définir le problème précis, le contexte, où il sera le plus pertinent, où il créera le plus de valeur. D'accord. Cette idée de sweet spot, c'est intéressant. Pour le trouver, j'imagine qu'il faut une méthode, une grille d'analyse. Les documents parlent de 4 dimensions principales pour évaluer un cas d'usage. Vous pouvez nous en dire plus? Comment ça aide concrètement à trouver ce point idéal? Oui, tout à fait. Ces 4 dimensions, elles donnent une première grille assez solide. La première, c'est la répétitivité. En général, on dit qu'une tâche faite plus de 100 fois par jour par une personne, c'est un bon candidat potentiel. Ça a l'air simple, mais le piège, c'est de sous-estimer la complexité qui peut se cacher derrière, ou les petites variations qu'il y a toujours, même dans des tâches qui semblent identiques. Faut regarder plus loin que la fréquence. Donc, un gros volume, ça ne suffit pas. Il faut aussi regarder la nature exacte de cette répétition. Exactement. Et ça nous amène à la deuxième dimension, le volume. Le volume de production lié à cette tâche. Idéalement, on cherche des flux importants et surtout stables. Une production en grande série, régulière toute l'année, ça aide beaucoup pour justifier l'investissement, pour l'amortir. Par contre, si on a une forte saisonnalité ou des pics très variables, là ça complique le calcul du ROI. Ça peut demander des robots plus flexibles, donc peut-être plus chers ou plus complexes à mettre en place. Stabilité, prévisibilité. Des atouts majeurs donc. Et la troisième dimension, La complexité de la tâche elle-même. Les projets pilotes qui réussissent le mieux, souvent, ils ciblent des gestes assez simples, dans un environnement bien contrôlé, bien structuré. Pensez à manipuler des pièces toujours identiques, avec des trajectoires claires. Dès qu'on a beaucoup de produits différents, un environnement qui change ou qui faut une dextérité proche de la main humaine, là, la complexité technique grimpe en flèche. Et les coûts et les risques aussi. Il faut être réaliste sur ce que la technologie peut faire de façon fiable aujourd'hui. Commencer simple pour apprendre, en quelque sorte. Et la dernière dimension, la pénibilité, elle semble un peu différente. Oui, la pénibilité, c'est à la fois technique et humain. Cibler des tâches dures physiquement, porter des charges lourdes, avoir des postures difficiles ou dangereuses, être exposé à des produits toxiques, travailler dans des zones à risque ou même juste très monotones, peu valorisantes, c'est souvent une excellente stratégie. Ça répond directement à des problèmes RH importants. Réduire les TMS, l'absentéisme, améliorer les conditions de travail, ça peut même aider à recruter sur des postes difficiles. Mais c'est là aussi qu'il faut faire très attention à la communication, à l'accompagnement. Si les équipes voient le robot comme une menace, même pour une tâche pénible et pas comme une aide, on risque une forte résistance. C'est un peu paradoxal. C'est un levier puissant mais qui demande une gestion humaine très fine. c'est un point très important ça. On voit bien que ces 4 dimensions sont liées. Vous disiez qu'un cas idéal, souvent, il a de bons scores sur au moins 3 de ces axes. C'est un bon repère empirique, oui, qui ressort des analyses. Si une tâche est très répétitive, concerne un volume stable et important, et en plus est très pénible, même si elle a une certaine complexité, elle mérite vraiment qu'on l'étudie de près. À l'inverse, une tâche peu répétitive sur de faibles volumes,
Même si elle est simple et pénible, elle sera sans doute dure à justifier économiquement, au moins au début. Ces dimensions, ça aide à faire un premier tri qualitatif, quoi. Ok, cette grille donne une bonne première idée. Mais j'imagine que dans une usine, un entrepôt, on peut trouver plusieurs tâches qui semblent cocher pas mal de cases. Comment on passe de cette, disons, longue liste d'idées à une vraie priorité stratégique, celle sur laquelle on va vraiment miser? Les sources parlent d'une méthode plus structurée, en 3 étapes, et d'une fameuse matrice de scoring. Ça marche comment? Exactement. L'idée, c'est d'objectiver la décision. Pour pas se lancer sur un coup de tête ou juste sur le projet qui a l'air le plus sexy technologiquement, la méthode proposée est assez pragmatique. Première étape, cartographier. Ça, c'est un travail de terrain, souvent fait avec les équipes opérationnelles elles-mêmes. Il faut identifier de façon systématique toutes les tâches répétitives qui ont une faible valeur ajoutée perçue. Partout. Production, logistique, maintenance. C'est une phase où on ouvre large, on ne filtre pas trop. Deuxième étape, évaluer. Et c'est là qu'arrive la matrice de scoring. Chaque tâche qu'on a identifiée, on va la noter, selon des critères précis qui sont pondérés. Le but, c'est d'avoir un score objectif pour chaque opportunité. Et troisième étape, classer. Avec les scores obtenus, on fait un classement. Ça permet de prioriser les projets selon leur potentiel de ROI, bien sûr, mais aussi selon leur facilité de mise en œuvre qu'on estime et leur impact humain, positif ou négatif. Ça permet de construire une feuille de route d'automatisation qui tient la route. Et cette matrice de scoring, ça semble être vraiment le cœur du système de priorisation. Vous pouvez nous détailler un peu les critères utilisés, leur poids, pourquoi cela spécifiquement? Alors, la matrice donnée dans les documents, c'est un exemple type. On peut l'adapter, bien sûr, mais elle reflète bien les questions qu'on se pose d'habitude. Elle a 6 critères, avec des poids différents. Le ROI attendu, logiquement, c'est le plus important, pondéré à 30%. La question clé, c'est est-ce qu'on peut raisonnablement viser un retour sur investissement mesurable en moins de 18 mois? C'est souvent un seuil un peu psychologique pour les directions financières. Ensuite, la facilité d'implémentation, 20%. Est-ce que l'environnement physique est stable? Est-ce que l'intégration avec les systèmes qu'on a déjà, les machines, les ERP et WMS, ça a l'air simple ou compliqué? Est-ce qu'il y a la place? Moins il y a de choses à changer, plus le projet est jugé facile. L'impact sur la productivité, 20%, est aussi clé. Est-ce que l'automatisation de cette tâche peut amener un gain d'efficacité, disons, notable, plus de 10% sur le poste ou la ligne? D'accord. Donc déjà, près des 3 quarts de la note dépendent du ROI, de la facilité et de la productivité. C'est très orienté et perfant. Oui, mais les autres critères ajoutent des nuances importantes. La résolution d'un point de douleur, 15%. Est-ce que le projet répond à un vrai problème opérationnel ou RH, quelque chose qui est identifié comme un souci majeur? Un goulot d'étranglement qui revient tout le temps, des difficultés à recruter sur un poste, un taux de TMS élevé, des plaintes clients sur cette étape? Un projet qui résout un vrai problème, il a plus de chances d'être soutenu. La scalabilité, 10%, ça évalue le potentiel de duplication. Est-ce que c'est une solution juste pour un endroit ou est-ce qu'on pourrait la répliquer facilement sur d'autres lignes, d'autres ateliers ou même d'autres usines du groupe? Un projet scalable a plus de valeur stratégique à long terme. Et enfin, l'acceptabilité par les équipes, 5%. Le poids peut sembler faible, mais c'est un critère qualitatif essentiel. Est-ce que les opérateurs concernés voient le projet comme une aide, une amélioration, ou plutôt comme une menace pour leur travail ou quelque chose qui va compliquer leur quotidien? Une mauvaise perception au départ, ça peut miner le projet, même s'il est bon techniquement et économiquement. Cette pondération est intéressante. Surtout le faible poids de l'acceptabilité, alors qu'on vient de dire que c'était crucial. C'est peut-être parce que c'est dur à noter objectivement, ou alors on considère que c'est quelque chose à gérer pendant le projet, plus qu'un critère de sélection. C'est une excellente remarque. Les sources ne détaillent pas la raison exacte de ce faible poids, mais on peut l'interpréter de plusieurs manières. Peut-être qu'on considère l'acceptabilité comme une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ou alors, comme vous dites, c'est un élément qu'on va activement travailler avec la conduite du changement, peu importe la note initiale. Cela dit, une note très basse ici, genre 1 sur 5, ça pourrait quand même être un signal d'arrêt, même si le score global est bon. Il faut voir ce 5% comme une alerte potentielle. Pour la notation elle-même, souvent ça passe par des discussions, des entretiens qualitatifs avec les managers de proximité, les représentants du personnel, pour sentir un peu le climat autour du projet. Il y a un seuil magique? Le document propose une lecture assez simple. Un score total supérieur à 4 sur 5 sur l'échelle pondérée, ça désigne un excellent candidat pour un projet pilote prioritaire. Le genre de projet sur lequel on peut parier pour avoir un succès rapide, visible. Entre 3 et 4, on a un bon cas d'usage, solide.
Il mérite d'être dans la feuille de route, peut-être après les pilotes les plus évidents. En dessous de 3, le projet est vu comme plus risqué, moins prioritaire, ou alors il a besoin de mûrir un peu plus avant d'être lancé. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, mais juste que ce n'est probablement pas le meilleur choix pour commencer un programme de robotisation. Voilà une approche très structurée pour passer de l'intuition à une décision plus argumentée. Pour rendre ça plus concret, les documents donnent une liste d'une dizaine de cas d'usage assez fréquents dans l'industrie, la logistique, souvent cités pour leur fort potentiel de ROI. On pourrait peut-être en regarder quelques-uns pour illustrer un peu la diversité. Volontiers. Ces exemples montrent bien que la robotique, ça touche des secteurs et des fonctions très différents. Prenons quelques-uns parmi les plus connus. 1. L'assemblage de composants dans l'industrie manufacturière. Ça, c'est un classique. Le problème, c'est souvent le manque de main-d'œuvre pour des tâches répétitives, précises, mais parfois pas très ergonomiques. La solution typique, ce sont les cobots, les robots collaboratifs, qui travaillent juste à côté des opérateurs. Le ROI est souvent rapide, on parle de 6 à 12 mois dans plusieurs cas. La clé du succès ici, c'est vraiment l'interface homme-machine, l'ergonomie du poste. 3. La soudure, autre grand classique industriel. Là, le problème est double. D'abord, la pénurie de soudeurs qualifiés, c'est difficile d'en trouver. Et ensuite, la forte pénibilité du métier. Les fumées, la chaleur, les risques de brûlure. Ici, on utilise plutôt des robots industriels classiques, souvent dans des cellules fermées. Le ROI était un peu plus long, 10 à 18 mois en général, mais l'intérêt stratégique est énorme. On a une qualité de soudure stable, répétable, et surtout, on réduit énormément les accidents et les maladies liées à ce métier. On voit déjà deux profils bien différents, hein. Un robot collaboratif pour aider sur des tâches fines où il manque du monde, et un robot industriel pour un métier pénurique et pénible. Exactement. Changeons de domaine avec le 6, déchargement de camions et conteneurs en logistique. Ça, c'est une tâche physiquement très dure qui cause beaucoup de TMS. Il y a des robots spécifiques pour ça, comme le Stretch de Boston Dynamics, mais il y en a d'autres. L'investissement est plus lourd, donc le ROI est plus long. On estime entre 18 et 30 mois. Mais les gains peuvent être énormes pour la sécurité des gens qui travaillent sur les quais et pour la productivité. Certains chiffres parlent de plus 40%. Ou encore le 7, transport interne autonome, AMR. Ce sont ces petits robots mobiles qui se baladent tout seuls dans l'usine ou l'entrepôt pour déplacer des palettes, des chariots, des pièces, sans avoir besoin de fil au sol, comme les anciens AGV. Le ROI se situe souvent entre 12 et 24 mois. Le gros avantage pour la direction, c'est que ça fluidifie les flux à l'intérieur, ça réduit les temps d'attente et ça libère les opérateurs, souvent des caristes, pour faire des tâches plus utiles, comme préparer des commandes complexes. Et un dernier exemple plus orienté inspection, l'inspection d'installations sensibles ou dangereuses. Là, on utilise des robots à 4 pattes, comme Spot ou des drones, avec des capteurs. Ils vont inspecter des zones difficiles d'accès, en hauteur, dans des espaces confinés, des zones à texte. Le ROI est souvent le plus long, 24 à 36 mois, parfois plus, parce qu'il est moins direct. L'impact est plus stratégique. Ça améliore la sécurité des inspecteurs, ça aide à garantir la conformité au règlement et surtout, ça collecte des données précises pour faire de la maintenance prédictive. Ces exemples sont très parlants. Oui, ça couvre un large spectre, de la prod pure à la logistique, en passant par la maintenance. Une fois qu'on a choisi son cas, qu'on a lancé le projet pilote, comment on s'assure qu'il tient ses promesses? Comment on mesure vraiment le succès au-delà des impressions? Quels sont les indicateurs clés, les fameux KPI, qu'un comité de direction va vouloir voir? C'est le nerf de la guerre, ça. Prouver la valeur. Pour qu'un projet robotique soit vu comme un succès et qu'il ouvre la porte à d'autres, il faut montrer des résultats concrets. Les KPIs essentiels, ceux qui parlent à une direction, c'est souvent ceux-là. Le payback period, le délai de récupération de l'investissement, ça reste le roi. Comme on l'a dit, on vit souvent moins de 18 mois pour un premier projet pour montrer une rentabilité rapide. Le taux d'utilisation du robot est crucial aussi. Un robot qu'on achète mais qui ne tourne qu'à 30% de sa capacité, c'est pas très rentable. L'objectif, c'est souvent de dépasser 80% d'utilisation pendant les heures où il est censé tourner. Ça demande une bonne planification de la production et une maintenance qui suit. Donc performance économique et performance opérationnelle directe. Mais quid des impacts un peu moins directs comme la qualité ou le bien-être des équipes? Ils sont tout aussi importants parce qu'ils participent au ROI global et à la pérennité de la solution. Donc on suit de près aussi
La réduction des TMS et ou des arrêts maladie sur le poste concerné, viser moins 30%, c'est souvent un objectif affiché, et c'est un argument fort pour les RH et les représentants du personnel. L'amélioration de la qualité, moins de défauts, moins de retouches, et la réduction du taux de rebut. Un objectif de plus 20% d'amélioration là-dessus, c'est fréquent. Les robots sont généralement plus constants que les humains pour ces tâches répétitives. La satisfaction des opérateurs, c'est plus qualitatif, mais c'est essentiel. On peut la mesurer avec des petits sondages internes réguliers. Viser plus 15% d'amélioration de la satisfaction des équipes directement touchées, c'est un bon signe que ça prend bien. Et enfin, la scalabilité effective. Est-ce qu'elle a réussi à dupliquer la solution sur au moins un ou deux autres postes ou sites dans l'année qui a suivi le pilote? C'est la preuve que le succès n'était pas juste un coup de chance et que l'entreprise apprend à déployer la robotique. Cette série d'indicateurs donne une vision assez complète de la performance. Bon, maintenant on sait où on veut aller, mais le chemin est souvent plein d'embûches. Les sources insistent pas mal sur les erreurs classiques à éviter, celles qui font que certains projets n'atteignent jamais ces beaux objectifs. Quels sont ces pièges qu'on voit souvent? Oui, connaître les erreurs fréquentes, c'est déjà un bon moyen de les éviter. Les analyses s'accordent sur 5 gros écueils. Le premier, c'est de choisir un cas d'usage initial trop complexe. Vouloir s'attaquer au problème le plus difficile dès le début, c'est tentant, mais c'est très risqué. Si le premier projet échoue, ça peut refroidir tout le monde pour longtemps et couper les budgets pour la suite. La recommandation quasi unanime, c'est de commencer par un quick win, un cas simple, visible, avec un ROI rapide. Pour prouver la valeur, apprendre tous ensemble et créer une bonne dynamique. Le fameux crawl, walk, run. Ne pas vouloir courir avant de savoir marcher. Exactement. La deuxième erreur va un peu dans le même sens. Viser trop grand, trop vite. Vouloir automatiser toute une ligne de production ou tout un entrepôt d'un seul coup, c'est une approche Big Bang qui est extrêmement risquée, chère et perturbante. Les retours d'expérience plaident massivement pour une approche itérative, un test and learn. On fait un pilote sur un petit périmètre, on mesure, on apprend, on ajuste et puis on étend progressivement. Logique. La troisième erreur, ça touche à l'humain, j'imagine. Absolument, et c'est peut-être la plus critique, négliger les équipes opérationnelles. Imposer une solution robotique pensée dans un bureau sans impliquer dès le début les opérateurs, les techniciens de maintenance, les managers de proximité qui vont vivre avec au quotidien, c'est la recette assurée pour créer de la peur, de la résistance passive ou active et au final un échec d'adoption. Les sources insistent vraiment sur l'importance de la co-construction. Faire participer les équipes à l'analyse du besoin, au choix de la solution, à la conception du poste de travail, c'est la clé pour que le robot soit vu comme un outil au service de l'équipe et pas contre elle. La quatrième erreur est plus technique, il me semble. Oui, c'est de sous-estimer l'intégration. Beaucoup d'entreprises se focalisent sur le prix du robot lui-même, qui a d'ailleurs bien baissé ces dernières années, mais elles oublient ou minimisent le coût et la complexité de l'intégrer dans l'environnement existant. Il faut le connecter aux autres machines, aux logiciels ERP, MES, VMS, mettre en place les sécurités, les barrières immatérielles, les scanners, adapter les flux physiques autour. Les experts disent que le budget d'intégration peut facilement faire 50, voire 100% ou plus du coût du robot lui-même. Il faut vraiment l'anticiper précisément dès le début dans le business case. Ah oui, ça c'est un point souvent oublié mais absolument majeur. Et la cinquième erreur? Ignorer les données. C'est un peu lié à la mesure du succès dont on parlait. Si on ne définit pas précisément les KPIs à suivre avant de commencer le projet, et si on ne met pas en place les outils et les processus pour collecter et analyser ces données sérieusement dès le premier jour, alors on navigue à vue. On sera incapable de prouver objectivement le ROI, de justifier qu'on continue les investissements et même d'identifier les problèmes pour les corriger. Il faut instrumenter le processus et la performance dès le départ. Ces 5 erreurs donnent une bonne checklist des choses à ne pas faire. Pour illustrer l'aspect financier, qui est crucial pour convaincre une direction, le document donne un exemple chiffré de business case pour une cellule de soudure collaborative. Ça permet de bien ancrer la discussion dans la réalité économique. Oui, cet exemple est très parlant. Il chiffre un investissement total à 120 000 €. Ce qui est intéressant, c'est comment ça se décompose. Le robot collaboratif lui-même coûte 60 000 €. Mais l'intégration, le préhenseur spécifique, la pape de travail, la cellule sécurisée, la programmation initiale, ça représente 50 000 €. Et la formation des opérateurs soudeurs et des techniciens de maintenance ajoute 10 000 €. On retrouve bien cette importance du coût d'intégration, hein. Face à cet investissement, le bénéfice annuel est estimé à 80 000 €.
Et ce chiffre, il regroupe plusieurs gains. L'augmentation de la productivité, le robot soude pendant que l'opérateur prépare la pièce suivante, la réduction des coûts liés à des accidents du travail et maladies professionnelles, TMS, brûlures, l'amélioration de la qualité, moindre but. Du coup, le calcul du ROI annuel brut est simple. 80 000 € divisé par 120 000 € fois 100 égale 66%. Et le délai de retour sur investissement, le fameux payback period, c'est 120 000 €, 80 000 € égale 1,5 ans, 18 mois. C'est exactement le genre de chiffre qu'attend une direction pour dire oui à un projet. Surtout si, comme on l'a dit, on peut montrer que ce succès est potentiellement duplicable ailleurs. Très concret, en effet. Ça montre bien l'équation économique qu'il faut résoudre. Un dernier point qui ressort beaucoup des sources, c'est la structure nécessaire pour piloter tout ça. La gouvernance et la conduite du changement. Clairement, ce n'est pas juste un projet technique isolé. C'est fondamental, oui. Surtout si une entreprise veut une vraie stratégie d'automatisation à plus grande échelle, au-delà d'un simple pilote. Le succès dans la durée, ça dépend d'une structure et d'un soutien fort. Les recommandations sont assez claires là-dessus. Idéalement, il faut mettre en place un comité robotique interne, une équipe projet avec plusieurs métiers, la direction industrielle ou des opérations pour les besoins métiers, l'informatique industrielle ou la DSI pour l'intégration des systèmes, les RH pour l'accompagnement social, la formation, et la finance pour le suivi du budget et du ROI. C'est aussi crucial d'avoir un sponsor clair au niveau du COMEX, du comité exécutif, quelqu'un qui porte la vision de l'automatisation, qui peut arbitrer si besoin et qui aide à débloquer les ressources ou les freins. Sans ce soutien au plus haut niveau, les projets peuvent vite s'enliser. Ensuite, on l'a déjà dit, lancer un premier pilote symbole. Un projet bien choisi, visible, dont on pourra largement communiquer et célébrer le succès en interne. Montrer des chiffres, des vidéos, des témoignages d'opérateurs contents, pour démystifier la technologie et créer une émulation positive. Et enfin, planifier activement la montée en puissance, la scalabilité. Ne pas s'arrêter au premier succès, mais capitaliser dessus. Passer de 1 robot à 3, puis à 10, en structurant la démarche, en partageant les bonnes pratiques et en développant les compétences en interne. Maintenance, programmation simple. Donc si on essaie de résumer cette exploration assez dense, identifier le bon cas d'usage en robotique, c'est bien plus qu'un choix technique. C'est un vrai exercice stratégique qui demande de la méthode, une vision à 360 degrés. Il faut analyser finement les tâches avec les 4 dimensions, répétitivité, volume, complexité, pénibilité, utiliser une matrice de scoring pondérée pour choisir objectivement où mettre ses efforts et viser ce fameux sweet spot. Et tout au long du chemin, garder en tête les erreurs classiques à éviter. Surtout, ne jamais sous-estimer l'importance capitale de l'engagement des équipes, de l'intégration technique et de la mesure rigoureuse des résultats. Les sources résument ça avec une règle simple, les 3 C. Clarté, un cas d'usage clair et mesurable, confiance, impliquer à accompagner les équipes, et capitalisation, apprendre des succès et les dupliquer. C'est une excellente synthèse des messages clés qui ressortent, oui. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion au-delà de ce qu'on a discuté, une question à laisser mûrir. On a beaucoup parlé d'automatiser des tâches physiques, souvent répétitives. C'est la première vague de la robotisation industrielle et logistique. Mais quelle pourrait être la prochaine vague? Celle où la robotique, de plus en plus liée à l'intelligence artificielle, la vision, l'apprentissage, l'adaptation, commencerait à s'attaquer non plus seulement à des tâches d'exécution pure, mais à des processus plus complexes. On peut imaginer l'optimisation des flux en temps réel, une collaboration plus fine homme-robot sur des tâches qui ne sont pas répétitives, peut-être même une aide à la décision pour les opérateurs ou les managers. Si cette tendance se confirme, quelles nouvelles compétences humaines deviendront alors absolument cruciales? La créativité, la résolution de problèmes complexes, l'intelligence émotionnelle, la capacité à collaborer avec des agents intelligents, c'est sans doute un des prochains grands défis à relever dans les entreprises.